Paul Adam, la glèbe, la vaste cuisine de ferme tiède après le dîner, où s'étirent les ombres sur le carreau rose, où la vieille servante droite et plate essuie la vaisselle tintante. Là, Cyril vient s'asseoir cette veillée d'hiver. Il pense à Trouville, au mois des dernières vacances, à Denise. Son cousin, ce noceur, les avait unis solennellement un matin devant la mer plumetée, tandis que ruisselait l'harmonieuse voix des eaux, tandis que riait cette fille aux cheveux teints. Et suivit une folle excursion en barque où elle le serrait à la taille en lui disant des bêtises. Potache, potache, oh que t'es farce, petit potache. Cela lui sonne encore aux oreilles. Elle épela Institut Saint-Vincent sur les boutons de son uniforme, car sorti depuis 5 jours de chez les pères, un tailleur n'avait pu le pourvoir de vêtements civils. Et dans cette chair duveteuse, dans ses cheveux teints gros et drus, il vécut des semaines. Les heures passées hors des étreintes, il ne les sait plus. L'aima-t-elle, cette femme de Paris échouée là pour faire la plage? Si bête qu'elle ne parlait même pas, si robuste qu'elle le faisait geindre en le lacis de ses bras doux, lui le rude paysan, fils de paysan et de chasseur. Elle l'ahurit de ses parfums brusques, de ses dentelles infinies, de ses soieries et de ses mousselines. En Italie, comme ça, parce qu'il avait encore dans la tête Virgile, l'histoire, les gondoles de Venise, Cicéron, le forum. Ils étaient partis avec l'argent d'un usurier, un ami d'elle. Sans hésitation, lui conclut cet emprunt, malgré sa raison morigénante. Et puis, à Milan, à midi, elle se leva terriblement fâchée, cassa les porcelaines de la toilette, lui prit son portefeuille, et par le premier train fila sur Paris. Pourquoi? Elle était ivre-morte depuis 3 jours. Alors il fallut revenir. Il dormit tout le temps du voyage. Quand il ne dormait pas, il larmoyait. À Lyon, il trouva son tuteur. Furieux, cet oncle lui rendit des comptes. « Mais tu as 21 ans, par bonheur, je ne serais pas obligé de m'occuper d'un pareil chenapan. » Et l'oncle retourna dans sa métairie après avoir sermonné pendant 18 heures de chemin de fer et prédit la ruine. À tout cela, Cyril pense. Sa pipe laisse aux lèvres la saveur la plus souhaitable et les nuées de fumée s'innuent en spires valsantes. L'averse chante aux vitres. Les chevaux piaffent à l'écurie. Il les écoute. La terre ne vaut plus. Sans doute elle se relèvera. La terre ne peut faillir. Mais quand? Donc, pas d'argent. Des terres et des terres, son patrimoine inaliénable par religion. Oh, il les connaît, rases et plates étendues depuis Becquerel jusqu'à Ferbon, englobant les clochers et les moulins, enjambant les grandes routes. Sans un arbre. Il y a chasse durant toutes les vacances, depuis l'année où il remporta 9 prix. La lampe verse sa lumière ronde sur le caraco passé de la servante droite et plate, et les jurons des ouvriers arrivent du fournil avec le vent. Autrefois, à Boulogne, il étudia chez les pères. Une vie d'écolier sage, avec le mépris profond des cancres, avec les calmes études, où de tout le poids de sa lourde intelligence, il s'appliquait à parfaire les thèmes et à noter l'accentuation grecque. Les joies des promenades bavardes et turbulentes. Le suprême ravissement d'instaurer en leur sens précis certaines pages obscures de Quintilien et d'en être louangé seul
par le professeur. Les idées d'amour esquivées avec horreur comme susceptibles de punition. Puis des volumes dorés, des médailles d'argent dans des écrins grenats, le baiser de l'archevêque couronnant aux stridences de la musique et les bravos un parchemin de bachelier, qui là-haut gît dans le vieux secrétaire d'acajou près du daguerréotype, où il distingue mal ses parents en costume de noces, aujourd'hui morts. Non, jamais il ne mangea fin et propre comme au réfectoire, ni dans les ducasses d'en deçà la Deule, ni dans les kermesses d'au-delà. À Trouville, en Italie, il but surtout. À Turin, du Lacryma Christi. Les lèvres de Denise s'écrasaient sur le mince cristal et leur carmin transparaissait dans la pourpre du vin. Après elle, il y huma, une saveur chaude et liquoreuse avec des vigueurs pourtant, un arrière-goût amer, un parfum d'ambre et de thym, un peu comme du très vieux Volnay où persisteraient des saveurs de sucre. Et Denise, son coude levé, la poitrine blanche et mouvante sous la gaze du corsage d'été, ses longs cils baissés vers la liqueur. Il retrouva sur ses lèvres ce goût du thym et d'ambre, ce liquoreux qui poissait leur bouche. Et pour revivre cette impression, il commanda « Catherine, allez à la cave chercher une bouteille de Volnay. » Devant la bouteille brune renaissent des souvenirs à chaque gorgée bue. Souvenirs tactiles et souvenirs sapides et souvenirs odorants. Vision de membres qui se cambrent, de bouches qui hoquettent, de dents froides et dures. Et chaleur qui flue par la gorge avec le vin comme chaleur de baiser. Elle gagne la poitrine, elle l'énerve ainsi que des contacts de derme. « Catherine, allez vous coucher. »« Oui, le maître. » La porte se referme. Il met les barres. Il ne voit plus qu'elle. Elle ondoie à la main ses cheveux teints, le rire à ses dents mouillées. Ses bas rouges frétillent, ses gants noirs se déchiquettent. Elle grandit comme si elle accourait avec vers son front d'amande qui brûle et où les veines battent. Elle se rapetisse, facétieuse et fuyante, grosse maintenant comme une mouche qui bourdonne. La mouche bourdonne autour de la lampe et gravite dans sa lumière ronde. Oh, l'insupportable bourdonnement qui croît! On dirait d'une compagnie de tambours qui battrait comme des veines battent dans son front brûlant. Videz la bouteille. La sueur lui coule sur les tempes, sur les joues, dans le cou. Des mouillures froides. Il se lèverait bien pour gagner cette bassine pleine d'eau, mais ses mains ne sont plus à lui. Ses pieds ne sont plus à lui. Il se mord, il ne sent pas la morsure. La chair de ses doigts paraît insensible. Son nez dur comme le nez d'un cadavre, ses joues paraissent dures comme les joues d'un cadavre. L'ombre flotte sur la carrelage rose. Comme la mer à Trouville, n'a-t-elle pas flux et reflux? Tantôt l'ombre de la cheminée se berce là, et tantôt elle se berce ici. Elle va baigner les jambes de Cyrille. Elle remonte maintenant vers la lampe et le vieux bahut où les luxuisures dansent des sarabandes. Ainsi que dans le bateau d'Étretat, tout roule et roule. Tout roule, oh l'estomac aussi, dans la poitrine de Cyrille, qui n'ose plus bouger, et s'avoue gris. Au balancement de ce roulis, il s'endort. Seul, dans la cuisine vaste. Chaque soir, seul avec cette vieille femme taciturne et brute, qui, interrogée, n'exprime même pas les bavardages du canton. Des bleues vues, dit-elle en haussant les épaules. Ensuite elle se tait.
Les ouvriers dorment dans la grange, dans les écuries, harassés de labeur et de tabac. La pluie, lit et mal pluie, pleure et pleure sans arrêt. Dans le hameau, nul ne veille. Le fermier le plus voisin de Syrie, son oncle, ronfle déjà, sans doute. S'il allait lui faire une visite, on discuterait encore le dépérissement de la terre, la grande rachitique. Tout le jour, il étudia ce sol malade, épuisé. Tout le jour, il médicamenta. C'est aussi bien que l'oncle les fasse du mal. Pourquoi s'attrister encore à cette évocation de ruine? La ville est si loin, les chevaux sont si las. Qui voir, parmi l'atmosphère brillante du café sourd, où le gaz clignote vers les faces ennuyées et sévères des vieux? Les jeunes, ceux de son âge, travaillent à Paris, à Douai. Ils font leurs droits, d'autres Saint-Cyriens. Quelle malédiction lui tua ses frères au berceau et ses parents sur la glèbe. Seul de la race, il lui faut en cette triste campagne vivre. L'orgueil du rang l'empêche, lui, grand propriétaire terrien, allié au marquis de Bressel et au baron de Fourny, de se commettre avec les employés d'administration. Les officiers dépensent. Trop, pauvre d'or, il ne les peut connaître. Mieux encore, vous restez là dans la cuisine, fumez. L'unique joie de sa vie sera donc s'être équipé avec Denise. Si difficilement le blé se transforme en or. Cette frasque, les 5000 francs qu'elle coûta, lui interdiront pour des ans l'achat de la Verdière, une maison presque citadine que ses vieux désirs convoitèrent et qui, proche de la ferme, serait un château indépendant, demeure du maître. Des Parisiens y passaient la belle saison autrefois. Une petite fille joueuse et bien mise, un monsieur décoré et rieur, qui manquait les lièvres au gîte, et une dame lourde un peu, toujours en délecture. À vendre maintenant la vendière. 20 000 francs. Depuis 3 années, les Parisiens n'apparurent. Et Syrie ne leur a point ayant gâché les économies de son père avec la gueuse. Elle buvait du champagne au Havre en sa robe de satin écarlate, où ses longs gants de peau noire gisaient. Elle trempa ses ongles diaphanes dans la mousse blonde, et par la fenêtre jeta la coupe dans la mer enfumée. « Comme le roi de Thulé !» s'écria-t-elle, et elle chanta. Revivre ce chant. « Catherine, du champagne, et allez vous coucher. » Des soirs et des soirs, Cyril l'aima de souvenirs. Il l'aima au champagne comme l'après-souper du Havre. Il l'aima au cognac comme l'après-midi du wagon près d'Ambérieux. Il l'aima au marsala comme l'après-midi de dîner de Vérone. Et puis il recommença ses diverses amours des soirs, dans la vaste cuisine au carrelage rose, tandis que l'averse pleurait aux vitres. Vers les nuages, il marche sous le vol circuitant des corbeaux par la plaine lisse de sillons. Il marche avec la constante inquiétude des semailles perdues, des socs brisés, des chevaux poitrinaires. De ci de là se hérissent de chétives herbes, des brindilles palottes éparses. Seul, toujours, et ses pieds défoncent la terre humide. Les campagnards servent les mêmes conversations que l'oncle. Quand Syrie donne la cause scientifique des phénomènes naturels, des flétrissures et des floraisons en citant les lois de la physique ou de la chimie, il lui hérite à la face de leurs gros rires idiots en se moquant. « Ah non, c'est comme ça, parce que c'est comme ça, monsieur Syrie. On peut pas tout savoir. Faut pas non plus faire tant le malin avec vos balivernes de l'école.
Tout ça, ça veut rien dire. Il s'emporta, voulut à toute force expliquer. Il alla chercher des crayons, traça des figures, des formules algébriques. Que c'est que tout ça? Que ça représente? Il a pas de nez, votre bonhomme. Et d'une quinte hilar, leurs dos énormes tressautèrent dans les blouses. Oh, il les jeta dehors. Ils comptèrent partout que tout de même M. Cyril avait un grain et que c'était bien malheureux pour son âge. Nerveux encore de cette immuable stupidité où chope elle-même la science sainte, il marmonne en marchant. Là-haut, les corbeaux tournent des croasses. Devant s'étale la plaine rousse, nue jusqu'aux nuages qui la saignent. Rien dans la plaine et rien dans sa vie, pour toujours. Quel ennui de ne plus étudier, de ne plus écrire. Il eut bien entrepris une traduction de la Pharsale en vers français, mais il n'ose, ne sachant pas de directeur qui lui dise ceci est bien, cela est mal. Où le guide, où le conseil. Il ne croit pas en l'autorité de son jugement personnel. Si humble et si timide, il fut au maître. Courbés en ligne, les sarcleuses épluchent un champ, les mains au sol, les croupes au ciel. Que laides ces filles aux cheveux rares plaqués avec de la pommade sur les crânes ronds et bis. Leurs mamelles pendent dans les caracos lâches et leurs doigts rugueux aux ongles cassés fouillent les touffes de la voix naissante. Vers lui elles lèvent leurs yeux craintifs. À son sourire, elles l'enœillent sournoisement en des regards qui offrent leur corps. Jamais il ne s'acoquinera. Une honte pour sa famille si on venait à lui connaître de semblables déchéances. D'ailleurs, il lui paraît sordide, ces femelles. Une couturière qui, chaque printemps, reste 6 semaines au village pour travestir les robes selon la mode, l'eût plutôt conquis. Mais, par la servante, il sut qu'elle le jugeait brutal et très vieux, à cause de sa barbe toute poussée. Il la laissa partir sans lui parler même. Les corbeaux tournent croassant dans le firmament blanc. À la suite des chevaux lents, à la suite du rouleau polissant la terre, le vieux varlet titube, le crâne clapi entre les épaules, rendu gibbeux par le labeur. Aux pleurnicheries des grelots grêles, au chatoiement des fourrures bleues, les colliers monumentaux oscillent sur l'encolure des grises bêtes qui tirent, lentes. « Eh bien, Baptiste, fait Cyril. Oh, oh. La rossité du cri lamentable s'éploie et agonise par la plaine vide. Les chevaux s'arrêtent. Les grelots ne pleurnichent plus. Immobile et la tête pesant bas, les grises bêtes. Déjà tout cet ouvrage terminé? Eh oui, le maître. Ainsi tous. Les vieux laboureurs ne méritent jamais reproche ni même surveillance. La terre, ils la pomponnent et la choient d'instinct, comme ils mangent, comme ils dorment, comme ils se reproduisent. Baptiste a pris une motte dans ses mains porphyriennes. Il l'écrase et l'émit. Des larmes noient ses pupilles troubles. Sa face porphyrienne se creuse encore aux traces des rides profondes. Mal, oh mal, mauvaise. Cyril hausse les épaules et fait signe de s'asseoir. Ils s'étendent à l'ombre épaisse des chevaux sur la terre récemment polie. Alors, les pipes fumelant, le vieux narde, sa voix écrasée. Il dit les moissons d'antan, florissantes et belles, et son geste gourd encadre le pays jusqu'aux nuages. Comme la terre montante a gagné le soleil,
les pleurs pourpres de l'astre dépassé inondent. Ils inondent et rosissent la frange des nuages qui traînent aux écorchures de la plaine brunie. Violettes et noires surgissent les nocturnes ombres. Et les corbeaux filent vers l'horizon. Tandis que Cyril songe à la fuite désolante de l'or, à l'impossibilité de jouir et d'être. Ses mains se crispent. Les plaisirs en son imagination volent et narguent. Un par un, les souvenirs des joies passagères le viennent défier en mimant le bonheur perdu. Il flagelle son désir et l'irrite. Et Baptiste ne cesse de prédire la ruine proche. Dans le chemin creux, ils vont parmi les brumes vespérales où se gouachent des herbes, des gens. Les grelots des bêtes sonnent et dansent avec le son morne des fers. Passent les sarcleuses et leurs jupes bleues et leurs caracos blancs, et sur les dents claires leurs chansons languides. Des chants d'amour. Volontiers Cyril les battrait, ces femmes. Au sommeil il aspire, au sommeil qui tue la mémoire et qui tue le désir et qui des fois réalise. Une chope, Baptiste, hein, avant de souper? Dans le cabaret sombre, la lueur aiguë des mesures d'étain, les vitres rougies par la trace du soleil. Là, ils boivent, le vieux et lui, sans dire. Ils boivent pour s'enfuir des choses. Le père est mort, je crois fort qu'il s'est suicidé. La mère et la fille sont d'Aquilla. Elles donneront le verdière à moitié prix pourvu qu'on les paie comptant. 10 000 francs alors, reprit Cyril. Un maquignon dit. Comme ça s'enfonce les bourgeois, ça fait des bêtises. Ah, ça se ruine. Ne venaient-ils pas autrefois chasser ceux-là avec des vestes de velours, des gants neufs, des chiens anglais, est-ce que je sais? Ça chassait, ça savait seulement pas tuer un lièvre au gîte. Mais ça avait des chiens qui couraient sur le coup de fusil. Malheur, bah, puis ça n'a pas le sou. Et dire que c'est ça qui nous dirige. Toute la table s'esclaffa. Oh, pour être bête, y a pas plus bête que les bourgeois. Et des vices. Les convives causent en sourdine à l'oreille avec des mines dégoûtées et des yeux aigrillards. Les servantes emplissent de bière les chopes. Deux, sanglées dans leurs robes à fleurs, et elles gravitent inversement autour de la table immense garnie d'hommes en redingote luisante. Au fond de la salle à tapisserie teinte d'humidité, une autre table unit les dames en deuil qui parlent discrètement du défunt. Riche cultivateur dont les funérailles viennent de finir. Tout en mâchant son bœuf, Cyril pense à la verdière. La blancheur éclatante de la nappe l'hypnotise. Depuis des semaines, ce malaise le prend à l'aspect des couleurs vives. Ce lui fut d'abord quand l'ivresse, le soir, terrassait. Les rideaux blancs de son lit le figeaient alors en une inévitable contemplation. Bientôt le carrelage rose de la cuisine acquit la même influence, puis les housses du meuble de salon. Maintenant cela le possède même hors de l'ivresse. La nappe lui scintille devant les yeux et darde des éclaboussures blanches. Il s'efforce de s'y dérober et scie vers les murs. Malgré lui, sa pupille gagne le coin des paupières où la nappe devient perceptible et aussitôt son regard tombe maîtrisé sur ce blanc qui vibre. Elles sont à la verdière, n'est-ce pas, mon cousin? Qui? Les propriétaires, donc. Ah, ces dames des Flochelles, oui. Oh, elles sont arrivées il y a 8 jours.
L'intérêt de cette causerie le peut enfin soustraire à l'hallucination blanche. Il parle pour que la vision ne le reprenne pas. Il renseigne sur l'âge de mademoiselle Lucienne, 18 ans, celui de sa mère, 42 ans. Il cite leurs paroles, il décrit leurs robes, leur intérieur, où il fit visite pour une affaire de voisinage, oui, de renseignements à donner sur une servante. Alors, ben, il faut acheter les dames avec la maison, lui cria Farceur. Mais ce serait pas mauvais marché, clama un autre. De là, Cyril songe à Lucienne, si blonde et si frêle avec un sillage de parfum et des gants mauves jusqu'au coude. Ah, que ne possède-t-elle des terres? Il l'épouserait. Seule, elle lui vivra cette note luxueuse, inouïe, de toute autre femme que Denise. Elle fleura cette odeur unique qui suggère comme un avant-goût de possession. Le mariage le ravirait, à sa tristesse, à son vice, car il sait qu'il boit, il sait que peu à peu, il devient fou. Chaque fois que l'idée d'ivresse l'enchante par ses maléfices au son des souvenirs, aux promesses de les revivre et de tarir par le sommeil tous les regrets, une puissance fantasmatique s'évoque, d'attitudes narquoises, personnifiée d'un rire énorme et sans dents. Elle raille sa faiblesse infantile, lui assure que malgré ses résolutions il succombera encore. Elle le montre par avance, titubant, ridicule, courant à la folie. Elle lui décharne Denise et la travestit en un squelette dégoûtant d'alcool, riant de ce rire aux lèvres grises et suintantes. Dès lors, Cyril ne désire plus que le sommeil où la hantise s'effacera, où il l'abattra. Et pour obtenir cette victoire, il se livre entier au vin. Avec un acharnement de lutte, il absorbe vers sur vers, comme il frapperait coup sur coup. Et tandis qu'il regagne sa ferme en cabriolet ce soir-là, il sent le vol proche du rire sans dents, du squelette à robe écarlate trop large et ganté noir trop large. Cela lui clame qu'il est encore ivre comme un porc, qu'il mourra vautré dans ses vomissures comme un porc. Et de la prédiction lui naît une épouvante atroce, étranglante. Ses nerfs se révoltent, leur exaspération s'essore par les mains qui cinglent du fouet et des guides la croupe du cheval galopant. Le cheval galope dans la route verdie d'ombre, entre les champs, aplati sous la lune verte, sous les buées vertes. En Lucienne, Cyril espère la libératrice. Ses bras, ses longs bras minces et ses mains fluettes exorciseraient la puissance par leurs gestes graciles, relevés. Au goût de cette bouche fleurie, il oublierait le goût de l'alcool. Mais elle ne possède pas de terre. Le mariage, oh, la meilleure chance pour lui, trop seul, avec une femme élégante et instruite. Quelles exquises causeries au retour des champs. Des lectures communes, une initiation dont il assumerait le plaisir, la voyant s'étonner aux œuvres littéraires, étudier, comprendre, admirer enfin, et goûter des sensations d'intelligence aux siennes pareilles. Leurs chairs ensuite se mêleraient à l'unisson de leurs âmes. Aux dîners de noces, de funérailles et de baptêmes, aux banquets des ducasses et des kermesses, au bal tendu de drap blanc et orné de branches feuillies, il assista, cherchant épouse. Quand le cousin de Fourmi eut remarqué les prévenances de Cyrille à l'égard de mademoiselle Chrétien, il le dissuada, la montrant laide, pâteau, d'orgueilleux de son bétail et de ses arpents. Bon, Cyrille ne résista point, étant au fond d'avis identiques. 8 jours passés au château de Fourmi, en chasse,
n'excellent repas et en ivresse quotidienne née du cumel, effacèrent la personne. Avec leurs élégances, les maigreurs rousses des demoiselles Ravelines le happèrent. Elle touchait du piano à quatre mains, citait Lamartine et Chateaubriand. Il préféra Marguerite à Caroline. Souvente fois, au trot de son cheval britanniquement anaché, il gagna la porte verte de leur brasserie distante de 6 kilomètres à peine. Dans la cour profonde où se fonce le fumier, où picorent les poules troussées, il s'arrête un instant, le regard vers la maison basse, aux vitres émaillées de capucines claires. Au perron surgissent les sœurs, vêtues de cotonnades rayées et ceintes de rubans larges. Marguerite sourit. Sur la peau laiteuse, les taches de rousseur vives d'une existence de fleurs, tantôt closes d'ombre et tantôt épanouies à la lumière. Entrée où il ne converse presque pas d'abord. Il manipule sa cravache et fouette la poussière de ses bottes vernies jusqu'à ce qu'il se remémore des vers classiques appropriés aux circonstances. Alors ils récitent tous les trois, avec une émulation d'écoliers, les tirades tragiques. Là, il goûte une intime vanité d'homme supérieure, appréciée par une compagnie d'élite. Les hauts bahuts bruns et leurs cuivrures ouvragées, les poutres du plafond, les assiettes à coque peints, les fauteuils surannés, il les assimile aux meubles du grand siècle. C'est le calme des classes, et sa musique d'alexandrin rythmée, sans la peur des punitions, sans la crainte des camarades, de leurs farces cruelles. Le vieux de Bressel vint l'y prendre un jour, et comme ils retournaient, leurs chevaux pataugeant lentement dans la fange, il dit « Vous n'avez pas, cousin, j'espère, l'intention d'épouser ces filles. » « Mais pourquoi ? De leur bisaïeul, vous le savez, coupait les têtes pour 35 sous au temps de la première révolution sur la grande place d'Arras. Il était le suppôt du sanguinaire sans culotte Joseph Lebon. Pauvre, il y a bien longtemps, elles ne sont pas coupables des fautes du bisaïeul. Qu'est-ce, monsieur, cette morale? Alors je vous ferai enfermer comme fou, si jamais vous avez le malheur. Oh, oh, oh oui, monsieur, vous êtes assez souvent fou, bien que des gens disent que vous soyez ivre. Et le marquis piqua des deux, le laissant seul sur la route. Longtemps, Cyril montra le poing à la croupe de l'alezan, à ce veston de velours noir, ses cheveux blancs et ras, ce feutre gris qui s'exténuait parmi les jets de crotte entre la double file des peupliers maigres. Sa famille ne voulait pas qu'il se mariât. Ainsi la fortune reviendrait à Guy de Bressel, Saint-Cyrien, et à Julia de Fourmy, qui étudiait encore chez les religieux de Sainte-Clotilde. Il le comprit nettement après quelques heures de conversation avec le marquis et le baron installé chez lui pour la chasse des oies sauvages qui en ce moment passaient. « Vous êtes, monsieur, proclamait de Bressel une nuit d'affût, vous êtes pas, ma foi, un bienheureux gentleman. Des chasses superbes, un marais enviable, une cave de vieux notaire. Vous avez tout jeune rôti des balais avec une femme charmante. Vous y êtes même brûlé quelquefois. Des souvenirs exquis, quoi. Mais que faut-il de plus? Bon, si vous croyez, mon oncle, que c'est drôle de vivre tout seul ici, voilà bien les Français d'aujourd'hui. La vie de gentleman farmer les ennuie. Mais voyez donc vos voisins les Anglais. Quel gaillard! Mon cher, vous raisonnez comme une petite fille, insista le baron. Que voulez-vous, vivre à Paris? Manger vos pièces de 10 sous avec des femmes de brasserie comme un fils de quincaillier? Vous auriez honte de mener cette existence.
Aux gens comme nous, pour fréquenter les boulevards, il faut de l'argent, beaucoup d'argent. Or, nous n'en avons pas. Alors la vie là-bas, sans le sou, c'est comme ces cartouches vides, un peu de fumée et puis rien. Tout le monde s'en aperçoit et se moque. Il faut se résigner, monsieur, il faut se résigner. Nous nous résignons bien, nous, le baron et moi. Et Dieu sait pourtant si cela est dur. Oh, après 10 heures de tortonie, se retirer ici, oui, oh, c'est dur. Non, mais j'ai envie de me marier, dit fermement Cyril. Ils se firent affectueux. Eux prirent épouse. Eh bien là, entre parents, on peut en convenir. Les symphonies conjugales se rompent de fréquentes discordances. Madame de Fourmy, qui autrefois brillait aux réceptions de l'empereur, reprochait aigrement au baron ce rôle obligatoire de châtelaine recluse. La marquise de Bressel, morte depuis 10 ans, ruina son mari en jouant à Monaco. Et Cyril revoit ces deux dames lui offrant des louis d'or lors des vacances. Leur petit chien le mordait aux jambes. On narre le cycle de la famille, les héritages contestés, les unions manquées, le suicide d'un cousin que les dettes conduisirent à l'escroquerie, les réparations des châteaux, les vitraux donnés en pompe à l'église du village. On remonte à l'époque de la Révolution, où les ancêtres réfugiés en Angleterre enseignaient le latin pour subsister. Puis revient le récit glorieux des batailles anciennes, où valeureusement se comportèrent les aïeux, des ligueurs. Ils parlent bas, à genoux dans la hutte, appuyés aux lucarnes ouvertes vers l'étang. Et leurs yeux ouverts visent la nappe de ciel déchiquetée par les roseaux. L'eau verte stagne entre les gerbes d'herbe. Des fois, elle se ride, et la ride étend jusqu'aux rives son ourlet lumineux qui court. Des fois, elle se gonfle de bulles, grossissant, crevant. Blanche, la tête d'un nénuphar surnage entre les feuilles palmées. Ah, ces récits où s'évoquent les robustes cavaliers bondissant à travers mousquets et pics, Cyril s'émeut et se gronde. Pourquoi des instincts bas les incitent-ils aux mésalliances? Il jure de se vaincre. Oui, se vaincre, soit chose facile, mais vaincre la hantise fantastique, le rire or et vert. Le terrasser autrement que par le sommeil de l'ivresse, le pourra-t-il? Il se connaît, incapable de subir une heure le rire, cette menace de folie et de funérailles. Et voici que le conquiert la terreur hallucinante. Dans les roseaux, dans l'onde verte et plane, il aperçoit, glissant entre des lames d'eau, la robe écarlate de Denise, ses gants noirs. Alors il répète « Oh, ça ne fait rien, je veux me marier. » Mais avant de vous marier, monsieur, songez au moins à vous corriger de votre ivrognerie. Vous ne pouvez pourtant pas apporter cela à une jeune fille en cadeau de noces. Vous êtes méchant, mon oncle. Vous savez bien que ça ne dépend pas de ma volonté. Le médecin vous a dit l'influence originelle, atavique. Mon père était alcoolique. Il en mourut, prenez garde. Oh, je sais, je sais. Aussi je ne veux plus rester seul. Non, je ne veux plus. Chut. Les ailes des oies battent sur le ciel ainsi que des éventails éployés. Silencieusement, de leur vol, elles cernent la mare. Et subitement, à 6, elles plongent dans les herbes. Les herbes fléchissent, foufoutent, puis oscillent longtemps. Une tête, ombre pointue, saillie d'une touffe de roseaux.
les fusils tonnent, aux lourdes répercussions des coups, les volatiles s'élèvent, des masses noires indécises qui, une à une, versent, tuées. Seule une fuite au ras des ajoncs, toutes peines étalées, sous les montantes fumées de la poudre. Lucienne étant noble, qu'objecteront les oncles? Le manque de fortune? Et comme Cyril sera fort pour leur reprocher cette mesquinerie. Il se lève titubant et molle, mais la volonté de vaincre l'arbitraire de la famille et de faire œuvre libre leur affermit. Une intime colère, un désir extrême d'aimer, mis au paroxysme par l'ivresse, lui suggère des actes. Il commande de préparer une valise pour un court voyage et d'atteler le dog-cart. À Lille, les promeneurs, bien mis aux élégances britanniques, captivent son attention. Puis, chez un tailleur de vitrines limpides et d'enseignes sobres, il se livre aux mains des commis obséquieux qui le mettent. Quelques jours après, il regagne sa ferme, muni d'une complète garde-robe de clubman. En 3 visites, Lucienne lui emporta l'esprit. Elle parlait bas, avec un accent mièvre, et les paroles soupirantes fuyaient vite de ses rosâtres lèvres. Dans ses gestes affables et menus, une gentillesse de maigriothe. Elle avait sur la taille mince une poitrine ronde, une tête futile à veines bleues, à pupilles ardoisées, à cheveux d'ambre. Adorablement, elle jouait du piano, et ses doigts fins sautelaient dans son lassitude. Cyril passe ses après-midi à la Verdière, dans le salon empli de colifichets, de chaises frêles et dorées, de meubles à pompons, de fleurs gerbées par gammes chromatiques dans des vases simples. Des heures, il contemple la nuque gracile de Lucienne et la montante torsade de sa chevelure. Alors le saisit le désir de dénouer ses cheveux, de mordre à plein baiser cette nuque blanche. Puis il se juge pur imbécile. De même que Denise, Lucienne l'enjôle. Il se prévoit la subissante avec tous ses caprices de petite fille coquette, ses gamineries, ses fugues sautillantes et rieuses qui refusent et ses bouderies qui obtiennent. La gêne des dames des Flochelles ne se trouva point si grande qu'on l'avait dit d'abord. Lucienne, outre la propriété de la Verdière, possédait une dot. Madame des Flochelles, anglaise de naissance, irait vivre après le mariage dans le comté de Kent au manoir de son père, qui très vieux désirait une compagnie. L'aveu de ces détails intimes promut Cyril au rôle officiel de fiancé. Dès lors, il se reprocha sa trop hâtive détermination. Il eut peur de Lucienne, si pauvre, sans terre. Il eut peur de son charme. Il craignit qu'elle ne l'abandonnât un jour comme l'autre. Et il chercha le moyen de rompre. Puis le soir, chez lui, quand le goût amer de l'alcool lui remémorait les extases de ses amours débutantes, la vision de la jeune fille, si différente de l'autre, exquise, lui promettait des délices encore neuves, pudiques et mystérieuses, dont le rêve le pressait. Il aurait la Verdière, et la modicité de ses ressources demeurerait inconnue des paysans, car autrement, le domaine pouvait échoir à un autre acquéreur, et les gens ne failliraient pas alors à le dire ruiné. Comme les oncles, il possédera son château, et ses vœux de luxe sont réalisés d'avance par cet intérieur charmant et diffus. Plus de soirs mornes dans la vaste cuisine de ferme, des heures de béatitude parmi les fleurs et la lueur mordorée des lampes, aux sons agiles du piano, à la vue de Lucienne en jupe claire.
le vice en mourra. Mais une jalousie anticipée le harcèle. Il redoute de lui déplaire, d'être quitté. Bien que sûr d'abandonner son habitude, il appréhende une minute de faiblesse où sa résolution sombrerait et qui pour toujours la dégoûterait d'un ivrogne. Un autre alors la lui enlèvera, et il s'attarde à méditer des vengeances extraordinaires, éternelles. Une scène terrible avec le marquis de Breselles détermina Cyril. Il déclara qu'il ne voulait consentir à sacrifier sa vie pour accroître la fortune de ses cousins et devenir vieillard à espérance, et que le célibat ne lui valait rien, et qu'il aurait Lucienne Desflochelles, une jeune fille noble, instruite, d'une élégance extrême et de goût modeste, qu'il n'était plus un enfant, et que sa famille pouvait bien ne pas assister au mariage, que cela lui paraissait indifférent. Ils s'épousèrent à minuit, selon le rite de la famille, dans la chapelle du château de Fourmies, au milieu de buissons de cierges. En Écosse, au bord d'un lac uni et ceint de grandes roches violettes qui s'y miraient, ils vécurent un mois dans des extases, dans des frémissements. Le soleil fulgure vers les betteraves violettes et miroitantes, vers la masse tassée des blés pâles. Parmi l'énorme bruissement des fétus et des guêpes, le ciel jaillit, s'incurve bleu. Sur la terre, Cyril s'est couché, et ses yeux scillent, lacérés par les lueurs de l'air. Il a fui la maison de peur de crime. Le saint Cyrien de Breselles causait bas à sa femme qui, écoutante, souriait. Ainsi les surprit-il sous les palmiers de la serre au retour des champs. Il a fui pour ne point tuer. Et il courut des heures, à toute force, en rond. Puis, les forces éteintes, il tomba, capable enfin de ne plus se souvenir. Du moins, la vision se disloque dans son imagination lassée, dans sa tête lourde. La douleur des muscles amende la douleur de l'esprit. Mais que fit-il à cette femme pour qu'elle le haïsse? Son amour de vierge avoué, c'était donc l'heure. Mais pourquoi l'avoir reçu? Pourquoi s'être donné? Le souffle passe avec peine dans sa gorge étrécie d'angoisse. Il n'est dans l'air que le bruit de son râle et une alouette planante qui jacasse et ses ailes qui étincellent. Lucienne tenait à sa bouche une rose blanche. La rose blanche, Cyril se la représente exacte, avec un pétale jauni qui frôlait les lèvres mièvres, les dents. L'autre la voulait avoir, et elle refusait en riant. Le rire, la nuque penchée sous les frisures et le casaque de cheveux lisses, le rire et la nuque penchée pour plaire à un autre. Oh, cela le torture. Il imagine quelles durent être leurs moqueries à son égard. Et cependant pour elle, il se transforma. Il tua son habitude de vin. Jamais l'ivresse ne le reprit, bien qu'il eût voulu enfouir ses craintes jalouses dans le sommeil lourd de l'alcool. Les voilà toutes réalisées, ces craintes. Lui, moqué par ce jeune homme, un imbécile, un ignare, auquel il donna des répétitions pour ses examens de l'école et qui fait des fautes d'orthographe. Ira-t-il provoquer un pareil gamin? On se gausserait. D'ailleurs, il ne peut même pas affirmer son soupçon. Ils se séparèrent tout de suite avant de l'apercevoir. Sans se retourner, elle s'esquiva. Mais sa course était si jolie, ses jupes froufroutaient avec tant d'art que par cette fuite même, elle désirait sans doute plaire à l'autre. Puis la douleur se fait toute physique. La rose blanche le gêne comme le gênaient lors de ses ivresses les blancheurs des linges.
Chaque fois qu'il s'imagine cette posture de Lucienne, des frissons le torturent et tressautent par ses membres. C'est la vie toujours morose et le bonheur exilé. Et il se souvient des souffrances anciennes subies pour Denise. Il se souvient du recours suprême, le sommeil où les alcools enfouissent l'esprit. Au cabaret, il assomme sa douleur à coups de vin. Ce devint sa vengeance, voir Lucienne au soir quand il rentrait ivre. La raison vaincue par le vin, sa colère éclatait pour une chaise mise hors la place habituelle, pour une poterie ébréchée, pour une servante punie. À propos de rien, il épandait des injures, des menaces, et cela lui paraissait juste comme un devoir. Il croyait la sévérité propre à maintenir sa femme dans la soumission, le repentir, la crainte du mal, la vertu. Par des paroles ambiguës que seule la coupable pouvait comprendre, il décela les motifs de sa haine. Mais elle feignit toujours de n'en pas saisir le sens caché. Elle pleura sans cesse, assise dans leur chambre, sa figure futile collée au fleurage pompadour des fauteuils. Lorsqu'elle s'affaissait ainsi, sa taille si frêle dégageait des bras unis au front, le pied mince battant le sol de l'escarpin verni, Cyril avait pour elle des tressaillements d'amour encore. À travers les buées tremblantes de son verre alcoolique, elle lui apparaissait désirable au-dessus de toutes, de celle vue, de celle eue. Alors il la prenait dans ses bras, sans mot dire, et le lui prouvait. Par baisers et par caresses, Lucienne semblait vouloir le fléchir. « Et pourquoi es-tu si méchant ?» dit-elle une nuit. D'abord il garda un silence triste, puis il étala ses suspicions. Lucienne, dès lors, ne pleura plus. Elle l'évita partout. Il se persuada que les circonstances voulues où elle disparaissait devaient servir l'adultère. Il le lui reprocha. Très froidement et fermement, elle lui déclara qu'elle n'aimait que lui et que ses soupçons l'affolaient, que s'il faisait encore allusion à des histoires pareilles, elle mourrait. La pitié n'atteignit pas Cyril, que l'image du saint syrien et de la rose au pistil flétri gardait. À tout instant, sa rancœur s'amassait dans ses entrailles avec son souffle longtemps retenu, et que par soupir il expirait. Et il passa s'éveiller, à fuir de cette douleur vers le sommeil du vin. Un soir, le marquis et le baron vinrent pendant un de ces sommeils. La brusque rupture de sa béatitude le mit en méchante humeur, et la présence de M. de Bressel aviva la rage douloureuse conçue envers le fils. Alors il revit l'entier égoïsme de la famille, hostile d'abord à son mariage par cupidité, avide ensuite d'en tirer profit au point d'astreindre ses fils à choisir en sa femme une maîtresse peu coûteuse, qui les garderait des scandales. Puis comme le marquis, élevant la voix, l'invitait durement à cesser ses querelles conjugales et ses ivresses qui déshonoraient la race, Cyril, délirant de colère, les poussa dans la cour à la force des poings. Et longtemps il invectiva. Personne ne vint plus à la Verdière. Lucienne congédiait vite les rares amis en visite, car Cyril, devant ces intruses, des entremetteuses peut-être, s'évertuait à travestir son visage en mine terrifiante, afin de leur enjoindre une peur salutaire. Ayant chassé la famille et les amitiés anciennes, il eut un renouveau de joie, un triomphe à posséder seul Lucienne et ses gestes graciles et sa face sérieuse. Aux heures d'ivresse, ses joies s'exprimèrent par des extravagances et des jeux d'enfants.
Si après boire il ne parvenait au sommeil, d'impérieuses envies de se mouvoir l'exaspéraient. Il voulut courir ou briser. Ses phalanges s'arquaient et ses mâchoires se serraient. Il y fallait sortir. Alors, dans la taverne basse, à la flamme fumeuse du pétrole, il formait des plaisanteries pour plaire aux rustres buveurs et les dominer par l'esprit. Bientôt les muscles de sa face, mus par le délire, se contractaient et se détendaient en grimaces pour soutenir les paroles. Sa gesticulation s'animait, et la mâle puissance en furie unie dans son corps poussait ses bras, ses jambes à travers l'espace, sa face à travers le vide et tordait son dos. De telles violences lassaient la tension douloureuse de ses nerfs, si douloureuse que sa peau lui semblait trop étroite pour contenir leur élan et leur bond. Ainsi la bienfaisante lassitude lui venait, le calmait, l'assoupissait. Il prit l'habitude de faire grand tapage et montra de vigueur. Au soir des cabarets, il dansa frénétiquement, tapant le sol de ses semelles, les tables de ses poings, riant à gorge ouverte. On lui apprit qu'on le disait fou. Ça l'enchanta, ravi que cette réputation lui permît encore plus d'extravagance et les excusât en même temps. À ces affreux délires, il vit enfin le remède quotidien et assuré, et but davantage, sûr de n'en point trop souffrir. Cependant, si, fatigué de ses grimaces et gestes, le rire des gens lui devenait hostile et railleur, il interrompait brusquement sa mimique en roulant des yeux féroces, tout prêt à faire rire les insolents. Et dans le silence subitement venu, il démolissait d'un formidable coup une table, une chaise, pour instruire le cercle des spectateurs muets et peureux de quelle force il les saurait assaillir. Les autres restaient immobiles, serrés entre eux comme des bêtes craintives. Et tout son orgueil, Cyril les examinait, eux, leurs visages pâles, leurs blouses tassées contre les murs gris de suie, la cabaretière effarée mettant sa vaisselle à l'abri, et les plus résolus préparant leurs poings. Alors, sûr de la terreur inspirée, là aussi de ses efforts physiques, il leur tendait la main et commandait de la bière pour tout le monde. Il se jugea très spirituel puisque ses clowneries lui valaient l'approbation des spectateurs. Il se jugea très supérieur puisqu'on le redoutait. Par les rues simples du village, il passait silencieux et sombre, jouant le Seigneur. Et un amour extrême pour Lucienne l'emporta. Le sentiment d'avoir vaincu le Saint-Cyrien, d'avoir rompu cette passion mauvaise, d'être seul aimé, ce furent des délices neuves, sauvages. Il rechercha des voluptés mauvaises. Lorsque, par la pâleur de sa face et la fatigue navrée du geste, Lucienne laissait comprendre sa souffrance d'être honnie ainsi qu'une fille, il souffrait de sa douleur autant qu'elle. Son souffle se précipitait et des larmes lui montaient aux paupières, mais il n'interrompait pas la suite des récriminations. Et portant le mal au paroxysme, il goûtait d'extatique volupté à la posséder dans sa douleur. Étouffer ses sanglots d'une étreinte forte et maîtresse, boire ses larmes lourdes, ainsi affirmait-il sa conquête par sa brutalité du viol triomphant. L'évangile clos, Cyril se rassied comme tout le monde. Jaune, le soleil coule aux colonnes du chœur, aux côtés du Christ culminant le tabernacle de cuivre. Silencieusement, sous la nef évidée, les rustres se voûtent en leurs blouses sombres parmi la poussière familière qui grisaille les murailles. À grand mal, Cyril s'évertue, pour fuir son obstination d'ivresse, une envie sans cause de gifler le curé qui se prélasse à l'autel dans les ors et les moires.
Dès l'instant où il franchit avec Lucienne le seuil de l'église, ce besoin le harcela, et ses poings se crispent comme si déjà ils étreignaient le prêtre. Il étire ses doigts moites, puis lisse sa planche pour distraire son geste irrité. Contre l'idée absurde, il s'indigne, et ses anciens respects acquis aux religieux s'indignent, et sa volonté s'indigne d'être aussi subjuguée par ce désir bête. Mais sa colère croît à mesure qu'il tente de retrouver la saine intelligence. S'il construit des arguments raisonnables, tôt des accès de rage les effilent et les déchirent, et ses muscles se tendent pour le détourner de la raison. Alors, dans ce lacis d'efforts contradictoires, une vision surgit, armée de vraisemblances et de réels souvenirs. L'ecclésiastique aux mains blanches, il le vit souvent auprès de sa femme. Souvent elle se confesse, elle-même orne la chapelle de la Vierge l'après-midi. Et lentement, par une patiente recherche, il s'attache à ces réminiscences imbues d'oubli, il les joint, les unit et de leur ensemble parvient à établir le motif de sa haine. Tinte la sonnerie maigrette de la clochette, les chaussures du servant grincent sur les grès des degrés sacrés. Cyril se lève comme tout le monde. Il regarde Lucienne agenouillée en ses valenciennes. Les fleurs ténues du chapeau, les fleurs à longues tiges tremblotent sur la paille pâlotte, et en sa face mièvre les cils battent vers les joues mates. Trop jolie, elle dut plaire à ce curé, un instruit, un raffiné. Or, ce citadin au visage clair, quels avantages ne tient-il pas sur un gentilhomme campagnard à aller vers l'unique vitrail à bordure jaune, à bordure bleue, le calice assomptionne aux mains de l'officiant. Longtemps, cela s'irradie dans le soleil fuselé, et pour le regard trouble de Cyril où les choses s'épanchent, le vermeil du calice semble déborder sur les doigts du prêtre. Ça l'exaspère. Voilà que ses chairs se dorent maintenant à se pleutre, comme ses ornements sacerdotaux. De telles transformations sans doute affolèrent Lucienne, comme ses doigts grêles enfoncés dans les dentelles de l'aube. Oh, par la tête brûlante de Cyril, la passion de lacérer, chasuble et horri, de vider le calice en piétinant les féminés, Dominus vobiscum. De face à présent il nargue, n'y dirait-on pas, et l'œillade a visé Lucienne. Cyril l'aperçut malgré l'onction que le sournois affecte. Oh, qu'il attende la fin du sacrifice, il verra. Une crampe soudaine force le noble à décroiser les bras, et son poing se tend vers le bellâtre d'un jet. Lucienne hausse sa figure dolente qui implore, qui apaise. Pour elle, il s'apitoie et reprend une position correcte. Même par désir de faire accroître aux autres que rien d'insolite ne fut dans ses regards, il répète en s'étirant les manches une tension de poing identique, mais qui semble appropriée à cette action naturelle. De sa haute taille, il domine les fidèles, et les têtes inclinées évitent peureusement le regard impérieux dont il les fixe. Tout de suite on l'a compris, son désir, on ose s'y enfreindre, on feint de n'avoir rien remarqué. Ainsi, Lucienne n'aura point honte. Car c'est en lui le souci constant de ne se point rendre plus odieux encore, de la reprendre, de la reconquérir par sa toute soumission, et de vivre heureux à nouveau, comme en Écosse. Mais le curé se retourne encore, regarde. Et voici que la rage emporte Cyril contre l'outrecuidant individu, cause des singeries auxquelles il s'astreint.
le poing menaçant saillit encore vers le prêtre. « Venez donc bas un peu, monsieur Cyril, murmure Baptiste en le tirant par le bras. « Peux-tu me laisser ou je te casse la figure? Mais c'est des bêtises tout ça. À cette heure, vous n'êtes pas bien que je vous dis, c'est que vous avez soif, faut vous rafraîchir. » Oui, va, Cyril, prit Lucienne. Il se décide. D'ailleurs, l'autre n'en suivra pas moins sa juste vengeance. Oh, et puis il a tellement soif. Ses lèvres pâteuses et molles se collent, sa langue sèche cherche en vain la salive dans sa bouche sèche. Comme il ne faut pas, cependant, que les gens, s'ils se retirent, croient les moqueries permises, il sort à reculons, prêt à battre. Dehors, ses yeux errent par la place où s'écrase la lumière astrale. Il s'inquiète de l'ombre courte, torte, bleue, qui lui adhère au talon. Oh, s'il pouvait, il la chasserait. Elle le gêne, l'obsède, offusque sa pupille. Elle perce son cercle de vision et il la sent à chaque pas remuante, espionne. S'il s'arrête, elle demeure courbée sous lui, difforme, affreusement gibbeuse et tassée. Vers la marmoréenne, il traîne Lucienne. La laine de la nuit tremble dans les troènes aux fleurs blanches et dans les ailes blanches des cannes. La jupe s'accroche aux ronces, aux pierres de la cour creuse, mais Cyril tire de ses mains emmêlées à la longue chevelure et le corps mou suit avec des bruits de déchirure. Cyril marmonne. C'est sa faute, elle ne voulut pas avouer. Elle n'avoit rien dans son entêtement perfide, cette souillée menteuse. Et d'autres ne la doivent plus avoir. Pourtant, si elle eût compati, il eût dans ses bras bu ses lèvres, ses joues, et cela eût tari sa soif à jamais. Il aurait pu chercher dans le vin le sommeil d'oubli, n'ayant plus de tourments à s'y perdre. Au contraire, elle suscita des douleurs très grandes. Par sa mâle faute, il fut contraint de se réfugier aux torpeurs de l'ivresse, et la folie le dompte. Son regard est saisi par les ailes blanches des cannes, par les fleurs blanches des troènes, par la jupe blanche qui s'accroche aux ronces et aux pierres. Et ces blancs dardés le lacèrent, l'exaspèrent. Enfouie sous l'eau boueuse, la jupe blanche ne l'éblouira plus de ses allures jolies pour le mener ensuite à la douleur, au vin. Il chancelle et titube sur le fumier craquant. Cette ivresse l'enrage contre elle qui la lui valut, et de toute force il secoue la chevelure magique à son poing lié. Il avance avec le corps qui cède et qui glisse sur les grès lisses. Puis l'eau clapote en ses pas, et les lourdes ailes des cannes éveillées battent. D'un vol tumultueux, le blanc des peines éployées cingle sa vue. Alors la furie l'exalte, il précipite Lucienne. L'eau sourdement geint, s'illumine, elle se fonce, elle se tait. C'est une hébétude de sentir ses bras vides, de prévoir vide la chambre nuptiale. Et des sanglots lui rompent la gorge étranglée. Il fuit. Jusqu'au matin, il fuit dans la plaine infinie, vers le ciel pailleté. Les perdrix s'essortent en ligne et s'éteignent. Les lièvres détalent et le blanc de leur croupe leste. Dans sa robe rouge trop large, la figure de Denise. Et dans sa jupe blanche trop large, la face blême de Lucienne. Elle fuit à sa tempe gauche, à sa tempe droite, frôlante. Il les voit du coin de l'œil, et s'ils se retournent, elles disparaissent. Parfois il se jette sur le sol, la tête dans les bras. Seul son souffle hahane parmi les mélancoliques appels des perdrix.
du rouge sourd de la terre, du rouge de sang qui la pénètre, qui emplit sa gorge d'une saveur saumâtre. Son souffle s'expire péniblement avec des tumultes de forge, et ces tumultes emplissent la plaine où persistent les voix craquetées des perdrix. Sous l'aube rosissante et les longs cris du vent dans les trembles, Cyril s'est étendu face au ciel, les yeux clos. Il sent le matin, et voici le chant des alouettes. Tout son sang bourdonne et bouillonne dans sa tête inerte. Elle ne semble plus à lui tant elle pèse. Il ne la peut mouvoir. Et du rouge ensanglanté ses paupières baissées, et du rouge flamboie sur ses joues qui brûlent. Il croit à la robe rouge de Denise qui la toucherait. Il aurait bien ses mains pour l'écarter, mais elles ne lui appartiennent plus. Et le rouge se pourpre tourne au grenat vineux, au noir. Du noir lourd qui plane et lentement descend. Oh, c'est la mort, pense Cyril. Un calme bienfaisant lui fraîchit les membres. Il lui paraît que son corps ne brûle plus, mais qu'éteint il se noircit et se glace.